Salut, c'est Hugo. Cette semaine, on parle de grève des surveillants du bac, de journalistes convoqués par les services de renseignement, de la montagne d'or, d'avortement et de youtubeurs contre Angela Merkel. Notre première actu, c'est donc la menace d'une grève de la surveillance des épreuves du bac. Cette semaine, le principal syndicat des enseignants des collèges et des lycées, le SNES-FSU, a annoncé qu'il envisageait d'appeler à une grève de la surveillance pour le premier jour des épreuves du baccalauréat. Si ça arrivait, certains profs pourraient refuser de surveiller l'écrit de philosophie et l'épreuve anticipée de français le 17 juin. Le syndicat parle aussi de renouveler l'opération le 27 juin pour le premier jour de brevet. Mais alors, pourquoi envisage-t-il une grève ? C'est à cause de la réforme du baccalauréat dont on a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, mais cette réforme réduit entre autres le nombre d'épreuves finales de l'examen en les remplaçant par du contrôle continu, le tout avec une refonte de l'enseignement au lycée et notamment des filières générales. Surtout, elle prévoit la suppression de 2600 postes l'an prochain au collège et au lycée. Concernant ce projet de grève, le SNES-FSU a lancé une consultation pour demander l'avis des profs syndiqués. Résultat, seulement 10% d'entre eux ont répondu, donc en gros 5500 profs, et parmi eux, les 3/4 sont favorables à une grève de la surveillance. Pour le moment donc, vous l'aurez compris, rien n'est sûr et la consultation doit se terminer fin juin. Ce qui est certain, c'est que si une telle grève avait lieu, il faudrait que l'État s'organise pour éviter que des candidats passent le bac dans des conditions inégales. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, s'est d'ailleurs engagé à ce que aucune épreuve du bac ne soit perturbée. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ce n'est pas la première fois que les syndicats de profs menacent de ne pas surveiller les examens. En 2003, un appel à la grève avait été lancé, là aussi à cause d'une réforme, et au final, les épreuves s'étaient bel et bien déroulées, malgré quelques incidents dans des centres d'examen. En vérité, la seule fois où le bac a vraiment été perturbé, c'était pendant les mouvements de mai 68. À ce moment-là, quasiment tous les élèves avaient alors eu leur diplôme automatiquement. On continue avec les convocations de journalistes à la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, autrement dit les services de renseignement. En seulement 4 mois, 9 journalistes ont été convoqués à la DGSI, respectivement pour leurs enquêtes sur la vente d'armes françaises à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, mais aussi sur l'affaire Benalla. Pour la DGSI, l'audition des journalistes a lieu dans le cadre d'une supposée violation du secret défense concernant la vente par la France d'armements utilisés au Yémen. En effet, les journalistes de Disclose ont publié un document classé secret défense qui montre que des armes françaises sont utilisées dans la guerre au Yémen. Pour ce qui est de la journaliste Ariane Chemin du journal Le Monde qui a révélé l'affaire Benalla, eh bien elle a enquêté et divulgué des éléments sur un sous-officier de l'armée de l'air, Chokri Wakrim. Le truc, c'est que le code pénal interdit de révéler des informations pouvant conduire à l'identification d'une personne comme membre des unités de force spéciales. Certains journalistes dénoncent une atteinte au secret des sources, c'est-à-dire une atteinte à l'idée de protéger l'identité des sources qui donnent des informations aux journalistes. Ce principe de secret des sources, il est protégé par la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Des avocats spécialistes du droit de la presse interrogés par France Info insistent sur le fait que ces informations révélées par ces journalistes, elles sont d'intérêt général. Selon eux, vu qu'elles sont d'intérêt général, eh bien elles peuvent donc être diffusées et ça rejoint en quelque sorte la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce sujet. Vendredi dernier, sur ma chaîne en direct, j'ai fait réagir le président de la République sur ce sujet lors d'une interview. Pour lui, ces procédures relèvent de la sécurité nationale et de la liberté des individus. Et concernant les ventes d'armes utilisées au Yémen, il y a une enquête qui a été ouverte sur ce sujet parce que c'est grave, parce que sinon n'importe quel journaliste peut se procurer par une indélicatesse des documents qui relèvent de la sécurité nationale et les mettre sur la place publique et ça vous menace, vous et moi. Enfin, pour l'affaire Benalla, le chef de l'État rappelle que c'est la personne concernée par ces révélations qui a porté plainte et non l'État. En tout cas, dans la description, je vous mets un maximum de liens pour en savoir plus parce que c'est un sujet qui est complexe et très controversé et qui inquiète de nombreux médias. On va maintenant parler du projet de Montagne d'Or, le plus grand projet minier de Guyane. Le projet, il est porté par le consortium russo-canadien Norgold Columbus Gold et l'exploitation devait commencer initialement en 2022. Aujourd'hui, alors que les camps des partisans et des opposants au projet s'affrontent, eh bien la Montagne d'Or est devenue un symbole environnemental. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que l'extraction de l'or consomme beaucoup d'eau et qu'elle est source de déforestation alors que le site est en plein cœur de la forêt amazonienne.
moyenne. Ensuite parce que pour extraire de l'or, on utilise de la cyanure, un composant chimique très toxique. Alors bien sûr, il n'est pas rejeté directement dans la nature, mais l'eau et les boues contaminées au cyanure, aujourd'hui elles seraient stockées dans des bassins qui peuvent déborder en cas de forte pluie par exemple, ou alors en cas de rupture de digue et ainsi se déverser dans la nature. Or, selon l'ONG allemande Sauvons la forêt, au moins 25 ruptures de digues de ce type ont eu lieu depuis 2000 dans le monde. Les partisans du projet de Montagne d'Or affirment que le site permettrait de créer 800 emplois directs et 3000 emplois indirects, alors que le chômage touche actuellement 19% de la population active en Guyane selon l'INSEE. Jusqu'à cette semaine, la position du gouvernement français sur le projet n'était pas très claire, entre abandon complet du projet et abandon en l'état, c'est-à-dire sans modification. Vendredi, Emmanuelle Wargon, la secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, a affirmé que le projet de mine d'or n'était plus d'actualité et que, je cite, il ne se fera pas. En tout cas, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, doit se rendre sur place ce mois-ci. Notre quatrième actu, c'est les géants de l'industrie du cinéma et de la télévision qui s'opposent aux lois restrictives sur l'avortement aux États-Unis. Vous le savez, on en a déjà parlé de nombreuses fois sur la chaîne, en ce moment de nombreux États américains font passer des lois qui rendent de plus en plus difficile l'avortement. C'est notamment le cas de la Louisiane, de l'Alabama ou encore de la Géorgie. Justement, en Géorgie, une loi a été adoptée et elle interdit les avortements dès que les battements du cœur du fœtus sont perceptibles. Du coup, ça revient en général à la 6e semaine de grossesse, un stade auquel beaucoup de femmes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes. Cette loi, elle est censée entrer en vigueur en 2020, à moins qu'elle soit invalidée par la justice. Mais après cette décision, plusieurs géants du divertissement ont annoncé leur volonté de boycotter la Géorgie. Disney, Netflix, Warner ou encore Sony ont fait savoir qu'ils ne réaliseraient plus de tournage dans cet état à cause de cette loi qui restreint le droit d'avorter. Des actrices et acteurs dont Alyssa Milano, Ben Stiller ou encore Alec Baldwin ont d'ailleurs annoncé qu'ils ne pourraient plus travailler en bonne conscience dans cet état américain. Pourtant, depuis 2008, la Géorgie attirait les grosses productions grâce à ses mesures fiscales avantageuses pour les sociétés de production. La saga Hunger Games, Baby Driver, Spider-Man Homecoming, mais aussi des films Marvel comme Black Panther avaient été tournés près d'Atlanta, la capitale de l'état. Des séries à succès dont Stranger Things ou encore l'émission Queer Eye de Netflix avaient aussi été réalisées là-bas. Ce qu'il faut bien voir donc, c'est qu'en 2018, les tournages en Géorgie avaient représenté l'équivalent de 92 000 emplois et l'impact économique de ces productions est estimé à 9 milliards de dollars. On va donc voir si les géants du divertissement arriveront à faire changer d'avis la Géorgie. On termine avec une polémique entre le parti de la chancelière allemande Angela Merkel et des youtubeurs allemands. Comme vous le savez, dimanche dernier, c'était les élections européennes et en Allemagne, l'alliance du parti conservateur d'Angela Merkel, la CDU, alliée avec le SPD, est arrivée en tête mais avec un score bien plus faible que d'habitude. Le parti accuse un youtubeur d'avoir influencé le vote grâce à une vidéo contre lui. Ce youtubeur, il s'appelle Rezo et il a publié une vidéo une semaine avant le vote remettant en cause la politique d'Angela Merkel en matière d'environnement. Une vidéo qui a connu un très gros succès avec plus de 13 millions de vues. Comme lui, des dizaines d'autres youtubeurs ont appelé à voter contre la CDU et le parti social-démocrate, le SPD, aux européennes. En gros, vous l'aurez compris, il reproche à cette alliance de ne pas avoir atteint ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Résultat, Annegret Kramp-Karrenbauer, la chef de la CDU, a accusé ces youtubeurs de manipulation électorale et a suggéré d'imposer des nouvelles règles au monde numérique. Bref, en tout cas, en Allemagne, on ne sait pas si ces vidéos ont réellement pesé dans le vote, mais selon les analyses, la CDU a perdu le vote des jeunes, alors que les Verts, de leur côté, sont en tête chez les jeunes. En tout cas, en France, vous n'êtes pas sans savoir que les youtubeurs s'engagent eux aussi pour le climat. Dernièrement, certains étaient notamment très nombreux derrière le hashtag On est prêt, mais on peut aussi parler de l'affaire du siècle, où plusieurs d'entre eux se sont mobilisés pour poursuivre l'État en justice. Tous ces sujets et bien plus encore, vous le savez, on va les suivre sur Instagram dans les résumés quotidiens de l'actualité qu'on poste tous les soirs à 18h. C'est la meilleure façon de rester au courant de l'actualité, vous êtes quasiment 150 000 abonnés sur le compte, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Le nom du compte, si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est Hugo Décrypte. Le débat de la semaine, c'est le suivant, êtes-vous favorable à la réforme du bac qui a entraîné la suppression des filières? Pour participer au débat, comme d'habitude, c'est très simple, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui s'affiche en haut à droite, vous pouvez voter oui, non ou sans opinion, et surtout, je vous invite à en débattre dans les commentaires, j'irai lire tout ça. Dans la description, je vous mets des liens pour en savoir plus, et je vous dis de mon côté à très vite sur YouTube
YouTube et sur Instagram.